Bonjour! Aujourd'hui, on va parler de la production des reboots. J'étais en train de me complaire dans ma passivité tout en scrollant sur internet, jusque-là... rien d'anormal, quand tout à coup j'ai commencé à recevoir une tonne d'articles parlant de ramener les fantômes de mon adolescence sur les écrans. Et c'est vrai que depuis quelques mois, ça pullule de contenu déjà vu et revu. Je vous parle pas de structure d'histoire, mais vraiment de fond. Tout pareil quoi, à la nuance près qu'ils sont produits de nos jours. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on produit autant de reboots et de remakes? Quoi, il y a une panne d'inspi généralisée à Hollywood? Les anciennes histoires, ça rapporte plus que les nouvelles? Et d'ailleurs, est-ce que ça dénature pas juste totalement le sens de faire un reboot? Mais surtout, est-ce que ça rapporte un max de thunes? Y a trop de questions. Ok, on va commencer par redéfinir les deux termes. Aujourd'hui, on a plus tendance à parler de reboot que de remake. Parce qu'avec le temps, ce terme a développé une connotation plutôt péjorative. Synonyme d'un scénario réchauffé qui aurait mieux fait de brûler. Malgré le fait qu'ils veulent être une nouvelle version d'un univers déjà existant, pour autant, un reboot n'est pas un remake. Alors, un remake consiste à prendre une œuvre existante et à en réaliser une nouvelle version. Une nouvelle version qui garde la même intrigue et les mêmes protagonistes. Ce sont les mêmes arcs narratifs et la même continuité scénaristique que dans l'œuvre originale. Ça va du simple dépoussiérage à la réappropriation par un pays d'un film étranger. Et il ne faut pas pour autant confondre un remake et une sequel, qui est la suite du film original. Dans une sequel, on revoit les mêmes acteurs et souvent la même équipe créative. À la différence du reboot, qui lui ne raconte pas la même histoire. Il reprend l'univers d'origine et vient casser la continuité de l'histoire pour en créer un nouveau scénario. Tout ce qui a pu se passer dans des précédentes versions ne compte pas. C'est une lecture différente de l'univers déjà existant. C'est pour ça que ça provoque autant de réactions chez les fans d'une franchise, qui, déjà attachés à l'univers, peuvent être déçus d'un reboot au vu des promesses qu'on leur a faites. Parce que oui, les reboots les plus connus sont issus de franchises. Et justement, en quoi c'est intéressant pour un producteur de financer un reboot? Vous vous en doutez, la raison la plus évidente, c'est le blé. Le reboot est souvent utilisé pour donner un second souffle à une franchise, en particulier celle qui date un peu. C'est tout bénef, parce que ça permet de satisfaire une audience qui est déjà établie, d'en ramener une nouvelle, souvent d'une plus jeune génération, et d'en booster les revenus. Pour une production, c'est hyper confortable de se dire que quoi qu'il arrive, il y a un public garanti. Et dans certains cas, ça permet même au studio d'investir, de prendre un peu plus de risques pour satisfaire les ambitions du réalisateur. Le concept s'applique principalement aux franchises qui représentent un personnage emblématique. Pour ne pas les citer, Batman, Sherlock, Spider-Man, James Bond, X-Men, Star Trek, les Muppets. En anglais, on dit souvent « rebooting a character », parce que c'est plus simple et moins coûteux. On garde toujours la même base de personnages avec l'univers qui l'entoure, mais on le fait évoluer avec des problématiques plus actuelles. Une attache préalable au personnage, c'est la garantie d'un public, que ça soit en ligne ou en salle. Et en général, ce sont des gens qui sont fans et qui font partie de la fanbase de l'univers. Pour moi, l'exemple le plus parlant reste l'histoire derrière Spider-Man 4. En janvier 2010, le réalisateur Sam Raimi et la star Tobey Maguire sont virés de la franchise Spider-Man. Sam Raimi aurait soutenu au studio qu'il lui était impossible de faire le film pour une sortie en 2011 et de garder une intégrité artistique. Une grosse ambiance chez Sony, hein. C'est sympa. Alors, est-ce que c'est eux qui ont démissionné ou est-ce qu'on les a virés? C'est pas toi qui pars, c'est moi qui te vire. T'es viré! Bah, on sait pas, hein. On va dire qu'on sait pas. Sony avait deux options pour la suite de la franchise. Soit ils trouvaient un nouveau visage pour Spider-Man et continuaient l'histoire avec Spider-Man 4, soit ils faisaient un reboot. Et c'est ce qu'ils ont fait en sortant The Amazing Spider-Man en 2012, qui se concentre sur l'adolescence du héros. Dans ce cas-là, niveau sous, ça a été clairement plus économique de faire un reboot. Ce qui est particulièrement à noter, mis à part la minimisation du budget, c'est le gain, qui est de 758 millions à travers le monde, leur permettant ainsi de continuer à produire un maximum de suites pour rentabiliser l'histoire. En parlant de faire des économies, il y a un autre aspect sur lequel le reboot est efficace, le coût marketing. Ouais, parce que entre le contexte économique qui est pas dingue et les modes de consommation qui changent, c'est vrai qu'un peu de visibilité, c'est pas mal.
Même des fois, on a l'impression que la com du film est plus travaillée que le film en lui-même. C'est assez badant. Étant donné que le spectateur est familier avec l'univers de la fiction, avec un reboot, on gagne du temps. C'est aussi beaucoup plus facile de s'adresser aux diffuseurs parce qu'ils ont déjà vu de quoi était capable la franchise. Parce que pour faire un film, il faut certes comprendre son public, mais également savoir parler le même langage que les gens qui vont le diffuser. On parle de films depuis tout à l'heure, mais ça touche aussi les séries. Qu'elles soient sur des plateformes de streaming comme Netflix, Amazon Prime, ou qu'elles soient diffusées sur des médias plus tradis, genre la télé. Pour un diffuseur en télévision, c'est intéressant de passer un reboot, notamment pour les revenus publicitaires que ça génère. Parce qu'une garantie d'audience, c'est une garantie de potentiel consommateur pour une marque. Et ça, c'est hyper sexy pour vendre de l'espace publicitaire à des annonceurs. D'autant plus que, pour un diffuseur, l'enjeu est de garder le spectateur le plus longtemps possible devant sa chaîne. La compétition est rude, parce qu'il y a déjà énormément de choix de programmes. Éviter la question au spectateur de quoi ça parle, c'est plus simple pour le cerveau humain. Parce que c'est quelque chose de familier, une valeur sûre. Mais d'un côté, ça fait pas non plus réfléchir, et c'est un peu une musique dont on connaît déjà les paroles. Bon, on a vu qu'une prod pouvait s'éviter pas mal de tracas et faire de grosses économies en faisant le choix d'un reboot. Mais est-ce qu'un reboot rapporte concrètement plus d'argent à une production? Je veux dire, une vraie valeur ajoutée. Bonjour, je suis Clara, et je vais vous apprendre à gagner un maximum d'argent grâce à votre reboot. Ouais, je suis restée coincée dans les années 2000, les gars. Le succès d'une production se joue sur plein de facteurs qui sont compris dans une seule grande formule mathématique. Je sais, elle est 1000 fois trop longue. En 2010, des économistes de l'université de Elon, en Caroline du Nord, ont établi un modèle d'économétrie basé sur les 426 films les mieux classés au box-office international, datant de 2005 à 2010. Le but était de savoir si le fait que le film soit un reboot avait une réelle influence sur son succès, et donc sur ses recettes. Plusieurs facteurs ont été pris en compte. Le budget pour la production du film sans les coûts marketing, les critiques de cinéma, le temps écoulé entre chaque film d'une même franchise et le nombre de films réalisés dans cette franchise. Ajoutez à ça le nombre de nominations reçues, le nombre de salles de cinéma qui l'ont diffusé et le mois de sortie du film, qui a beaucoup plus d'influence sur les recettes qu'on ne le pense. Et d'après les résultats, réaliser un reboot, ça augmente quand même vos chances de 31,67% de vous classer dans le box-office. Ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal du tout. C'est même bien. C'est même plutôt bien. On pourrait croire que ce serait les sequels, donc les suites, qui gagneraient en termes de rentabilité, mais pas du tout. La variable qui change tout, c'est le nombre de séries, soit le nombre de fois où on reprend une histoire pour en faire une suite. En gros, plus il y aura de suites sur une franchise notamment, moins les rendements seront bons. Pour ceux qui ont fait de l'écho, c'est la loi des rendements décroissants. Lorsqu'on augmente la quantité utilisée d'un facteur, au-delà d'un certain niveau, la production augmente de moins en moins. Et ça vaut aussi pour le secteur de la création audiovisuelle. Si la franchise est bonne, la majorité de l'audience sera partante pour une suite. Mais arrivé à un certain stade, le public a besoin d'un nouveau départ pour continuer à accrocher à l'univers de l'histoire. Mais si la question n'était pas de rapporter plus ou de dépenser moins? Un film, une fiction, quelle que soit sa forme, c'est avant tout un investissement. Et avant d'investir dans un projet, il faut regarder le risque que ça représente. Le risque de perdre son pognon, en l'occurrence. Pour savoir si les reboots sont des investissements profitables, il faut qu'on calcule le coefficient de variation du retour sur investissement. C'est pas compliqué, mais je vous jure qu'après il n'y a plus de maths. Dans notre cas, le gain sera notre recette basée sur les recettes du film original, et le coût, le budget global lié au film. Le coefficient de variation nous permet de connaître l'ampleur du risque que l'on prend en le produisant. Plus l'indice est proche de 0, moins il y a de risque. Toujours sur la même base de données, on constate que les reboots sont les investissements les moins risqués, parce que le coefficient de variation est clairement le plus faible, suivi ensuite par les remakes, les sequels, les préquels et enfin les originaux. Et s'il continue à en avoir, c'est que les scores des reboots au box-office sont pas dégueux. S'il y en a, c'est que le public aime ça. Mais pourquoi on aime ça ? La nostalgie fait vendre en fiction. Le public regardera le show jusqu'au bout, même s'il peut être potentiellement déçu. Tout simplement parce que les souvenirs nostalgiques nous rappellent qu'à une certaine période, la vie était plus douce.
Revoir un film que l'on regardait en ce temps-là nous transporte dans un moment du passé plus appréciable. Une sorte de fenêtre qui nous permet d'échapper aux difficultés du présent. C'est réconfortant, même si ça va de pair avec une sorte de mélancolie cachée. Les humains ont tendance à se complaire dans des habitudes et à prendre des décisions en s'y enchaînant. À tel point que la nostalgie d'une fiction peut créer un lien avec d'autres personnes, comme un passé commun. Des perceptions différentes d'une seule et même histoire. Au final, le seul risque qu'on prend vraiment lorsqu'on produit un reboot, c'est de décevoir le public. Un exemple parfait, c'est celui de Charmed. Pas Charmed. Si tu dis Charmed, je te juge, et je demanderai à Satan de te brûler. Je pense que toute ma primaire et tout mon collège même, dès que je rentrais des cours, je fonçais à la maison et je regardais les 3 épisodes du jour. Franchement, je vivais ma meilleure vie à faire semblant de figer mes potes et à faire semblant de me téléporter. C'était un délire, vraiment. C'est un reboot que j'attendais et qui a fait d'ailleurs couler beaucoup d'encre ces derniers temps. Avant même sa sortie, il s'est fait littéralement tirer à balles réelles par l'ancien cast, donc grosse ambiance. Et les critiques en ligne, c'était pas vraiment mieux, hein. Ça atomisait toute possibilité d'un bon reboot. Donc je l'ai maté et voici un petit best-of de mes réactions. Est-ce que j'ai regardé toutes les saisons? Oui. Est-ce qu'il y a des facilités scénaristiques et un gros manque de budget dans les FX? Non, t'as rien du tout ma sœur, là t'as de la fumée, t'as de la vieille fumée toute pourrie et t'as des corbeaux quoi. Et c'est ainsi que la personne chargée des FX se noya dans les effets de fumée. Le mec transplane? Est-ce que je suis déçue? Un peu, mais je m'attendais à pire. À la base, la série était quand même un peu cheap, donc on ne s'attendait pas forcément à un chef-d'œuvre. Après, encore une fois, tout dépend à quel public il s'adresse, je trouve. S'il s'adresse à l'ancienne génération, qui était celle de la trilogie du samedi soir, et qui connaît déjà toutes les saisons de la série originelle, c'est dommage parce que ça risque de sûrement pas prendre. Je pense que juste le public qui l'analyse n'est pas le public qui est visé. C'est mon hypothèse du pourquoi ça s'est fait autant descendre par la critique. En revanche, ça m'a fait prendre conscience d'un point hyper important. Un reboot, c'est l'occasion de créer de nouvelles représentations. Non, parce que c'est chou 2 minutes, les petites blancs cisgenres, mais y a pas que ça dans le monde en fait. Enfin, ça serait bien qu'on voit autre chose, quoi. Je suis ravie de voir un personnage comme Mel qui a des valeurs féministes hyper affirmées et qui parle de sujets comme MeToo ou la culture du viol, et que ça soit enfin mis en avant quelque part. C'est déjà une avancée. Pour ma part, il reste un souci dans tout ça. Je trouve qu'un reboot entretient une sorte de mélancolie malsaine. Genre une Madeleine de Proust un peu pourrie. Parce que les 3/4 du temps, on les envisage plus comme des produits que l'on consomme que comme des œuvres dont l'on profite. À mon sens, c'est pas si éloigné que la définition qu'on peut donner d'un cycle de vie de produit. Tu le veux, tu l'as, tu l'utilises, tu l'utilises, tu l'utilises, tu l'utilises, tu l'utilises, tu le jettes, et t'attends le suivant. À force de vouloir faire du neuf avec du vieux H24, il faut pas perdre non plus de vue qu'un bon reboot, ça part d'une bonne histoire originale en fait. Franchement, dites-moi en commentaire si vous avez des reboots que vous préférez aux originaux, ça serait hyper intéressant. Salut, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner, ça me fait très plaisir et ça m'encourage à continuer. Vous pouvez partager si ça vous fait plaisir. N'hésitez pas à commenter votre pire remake, votre pire reboot, votre meilleur remake, votre meilleur reboot. Qu'on rigole de comment les productions ont ruiné notre enfance. Moi, je vous dis à dans 15 jours, 1 mois à peu près, pour une nouvelle question autour de la prod et de la fiction. D'ailleurs, si vous avez des questions qui sont liées à ces thématiques-là, n'hésitez pas à me les mettre aussi en commentaire pour qu'on puisse en parler. Peut-être qu'on peut faire des petits trucs sympathiques avec. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, salut!